Nous avons 1 heure devant nous, un petit peu plus, donc ça va. Et donc, je laisse la parole à qui veut la prendre. J'avais une remarque un petit peu à faire pour chaque intervenant. Pour Paolo, je pense que ça serait bien de se confronter un petit peu plus à des exemples concrets de films. Et j'ai l'impression que tu reprenais beaucoup d'exemples de Deleuze lui-même, au niveau des faux raccords, René, Antonioni pour l'enchaînement des signes. Et ça m'intéresserait de voir d'autres types d'exemples de lectosigne pour justement essayer de le mettre en pratique, de voir peut-être plus concrètement ce que c'est. Et je voulais aussi faire une remarque justement sur la notion de faux raccord, autant chez Deleuze et la manière dont tu en as parlé, qui était dans cette continuité-là, avec l'exemple de René qu'il prend, ou on pourrait penser aussi au film de la Nouvelle Vague en général, Godard. Comment dire ? J'ai pensé à Jacques Ellul quand on parlait, parce que il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'Empire du non-sens, où il essayait d'expliquer que une grande partie de la création artistique depuis les années 50-60, et il faisait entrer René Godard par exemple là-dedans, était persuadé d'être très originale, d'être très créatrice, et alors qu'elle finalement ne faisait que renvoyer l'image de la société technicienne, d'un aspect à la fois très froid et très justement qui touchait au non-sens. Et ça m'intéresse parce que voilà, Deleuze est toujours un petit peu sur en équilibre entre une logique du sens, les passages dans le non-sens, mais c'est à quel moment justement on trouve le sens qu'on va construire. Et je voulais juste donner des exemples de faux raccords qui étaient pour moi beaucoup plus intéressants que ceux de Godard ou de René, qui sont des faux raccords qui n'interviennent qu'une fois dans les films et qui font partie de la tradition des films qu'on appelle des films coupés en deux au cinéma, dont des exemples contemporains seraient par exemple le film de Weyrazetakul qui s'appelle Tropical Malady, ou les films de David Lynch qui d'ailleurs s'orientent beaucoup plus vers le non-sens, et ça serait intéressant de les mettre en regard, le film Lost Highway notamment, ou parce que je pense que c'est Hitchcock qui est à l'origine de la tradition du film coupé en deux avec Psycho, et aussi l'Avventura d'ailleurs d'Antonioni qui est dans cette tradition. C'est-à-dire que c'est des films où il y a une rupture au milieu du film, il n'y a pas de connexion très souvent entre la première partie et la deuxième partie, on passe à d'autres personnages, parfois avec des mêmes acteurs qui changent de personnage, et on a un faux raccord mais qui est pris sur l'ensemble du film, et qui, je pense, permet de construire un sens parfois beaucoup plus pertinent, parce qu'il met en regard deux parties d'un film qui dure assez longtemps, puisque c'est souvent 1 heure de film, plutôt que des faux raccords extrêmement brutaux, et qui peuvent être extrêmement violents dans le sens que sont ceux de René dans Marianne Bad, et de René et de Rob Grillet, puisque justement c'est quelqu'un qui a fait du non-sens au sens de Ellul un petit peu sa matière de travail. Donc voilà, je voulais à la fois des exemples de lectosigne, et c'était pour l'exemple des faux raccords. Je voulais juste une remarque par rapport à l'intervention de Ricardo sur rappeler que c'est intéressant de voir que le cinéma à l'origine c'était Edison et les Lumières qui ont inventé plus ou moins des mécanismes différents de projection du cinéma, et que le mécanisme d'Edison était un mécanisme individuel où on regardait simplement par une petite lunette un film qu'on ne pouvait voir que pour une personne, et que les Lumières donc ont proposé un dispositif qui était la salle, donc qui a certainement fonctionné pour des raisons économiques, puisqu'on pouvait faire payer pour le même film à plusieurs personnes, mais qui devenait un dispositif public. Et c'est intéressant de voir par rapport à ce que tu disais. Et j'avais une question pour Pierre-Yves sur l'image que tu as prise du Titanic, en sachant que le film de
Cameron est une reprise d'un film de Roy Ward Baker qui s'appelait A Night to Remember, qui est plus ou moins le même film, en tout cas l'histoire du Titanic, et qui était lui-même un film très documenté, qui se voulait historiquement presque un documentaire sur l'épisode même du Titanic, et que donc sur l'image, tu t'en servais comme une image d'un monde d'aujourd'hui, mais justement je trouve ça intéressant qu'entre l'épisode même du Titanic, le film de Roy Ward Baker qui date des années 40, si je dis pas de bêtises, et le film de Cameron, il n'y a finalement pas beaucoup de différence à la fois dans l'image, et je me dis que finalement la question c'est pas seulement les machines et le fait qu'on fonce dans un iceberg, mais aussi pourquoi toujours autant de gens qui veulent aller aux États-Unis, quoi, de manière métaphorique, autant de gens qui et je pense beaucoup d'entre nous en font partie, qui souhaitent épouser la vie que propose le monde industriel. Voilà. Merci bien. Qui d'autre veut prendre la parole? Oui, Gérald. Merci. J'ai une remarque à poser d'abord à Paulo et puis à Henri après. Et c'est une remarque qui concerne la pharmacologie de la philosophie, et chez Deleuze et puis chez David Lewis. Car tout en t'écoutant, Paulo, j'étais mis à considérer le texte, le passage de Deleuze dans le 3e chapitre de Qu'est-ce que la philosophie, où il dit que la philosophie est la seule possibilité d'entretenir une déterritorialisation absolue par rapport à la politique qui, toujours encadrée par les horizons d'attente et les recodages du capitalisme, la politique ne peut jamais qu'aboutir à une déterritorialisation relative. Cette notion m'a toujours frappé comme une tentative de faire de la philosophie une sublation de la politique. C'est-à-dire que la politique, ne pouvant pas se résoudre ses propres problèmes, doit simplement passer en philosophie. Donc c'est une manière chez Deleuze de tenter de se penser au-delà de la politique et de résoudre la politique purement de manière philosophique. Ce qui me fait penser que Deleuze est en fin de compte quasiment hegelien. Alors, et je me demande, tout en pensant à ce que dit Bernard sur la nécessité de reconnaître que même la philosophie peut devenir toxique, si ce n'est pas ici avec Deleuze que nous trouvons la toxicité de la philosophie, c'est-à-dire en croyant qu'il serait possible de changer le monde par une abstraction ironique, par un geste de pensée qui ne se traduit pas forcément en action politique. C'est à peu près quasiment la même critique de Deleuze qu'a entretenu Alain Badiou en l'accusant d'un élitisme de pensée. Alors, prenons cette idée comme que de la toxicité potentielle de la philosophie et remettons la question en termes de David Lewis. Henry, pour mettre la même question à toi maintenant, ne serait pas ce dont tu parlais en référence à David Lewis exactement une illustration de philosophie qui, tournant sur soi, n'aboutit pas à grand-chose? Donc, est-ce que nous avons, avec les 10 dimensions de Lewis, une illustration, je dirais pas parfaite, mais je dirais révélatrice d'une certaine tendance chez la philosophie analytique comment dire, split hairs en français.
tu m'entends, Henry? De devenir abstrait au point où on perd de vue les raisons pour lesquelles on pense. Et je pensais tout ça en écoutant à Pierre-Yves avec exactement ce dont Bernard a décrit en termes de témoignage noétique qui, avec son énergie, avec sa manière de refocaliser notre discours sur la politique, a entretenu un pas que la philosophie n'est peut-être pas toujours capable de faire par elle-même. Merci. Merci à toi, Gérald. Qui d'autre veut parler? Ici au fond. Oui, bonjour. Ok, et après on s'arrêtera là pour commencer à répondre. J'ai en fait une question à poser à Paolo, mais aussi à vous, Monsieur Stigler. Donc Paolo a parlé de la synchronisation de toutes les consciences et aussi de l'action de la prédominance du psychopouvoir, du marketing, de l'économie libidinale sur l'individu. Et donc il proposait donc que l'archi-cinéma permettait de le combattre et de réenchanter le monde, si j'ai bien compris. Et je me posais la question de savoir si un pharmacone de ce psychopouvoir ne pourrait pas être en fait un passage de la république analogique à une république numérique. C'est-à-dire qu'on considère le numérique non plus comme un élément de l'environnement qui est autour de nous, mais comme un bien commun. Et donc, étant un bien commun, le politique pourrait s'en saisir pour en faire quelque chose, en espérant quelque chose de défendable, vu qu'il est partagé par tous et que tout le monde le fait évoluer. Voilà, donc je voudrais savoir si on pourrait penser aussi, en allant vers une application de cette défense d'un bien commun, d'un nouveau bien commun, comme l'air et l'eau, qu'un acte symbolique pourrait être la création d'un corps d'hussards noirs de la République du numérique, qui, dans les écoles, permettrait donc de prévenir la formation d'un individu laissé au marketing et en utilisant le numérique à bon escient. Je vous remercie. Merci à vous. On va donc s'arrêter là. Paolo, je te donne la parole. D'accord, merci. Je commence de la dernière question. Si j'ai bien compris, vous avez parlé d'un rêve, que c'est le rêve d'une république du numérique, c'est-à-dire une république qui fait du numérique un bien commun. Et c'est là, je crois que c'est la question des prochaines années, je crois aussi pour ce qui concerne Ars Industrialis et la politique sociale en général, des mouvements aussi. On parle en Italie, par exemple, on parle vraiment beaucoup de biens communs pour ce qui concerne l'art ou pour ce qui concerne les théâtres. Et l'année dernière, nous avons parlé beaucoup ici de cela. Pour ce qui concerne le numérique, je crois qu'il faut d'abord une pensée juridique de tout cela, comme d'ailleurs pour les biens communs en général. Ça, je crois que ça, c'est la première étape pour penser le numérique comme bien commun, c'est inventer une pensée positive, c'est-à-dire une pensée juridique. Après, il y a les problèmes, pour ce que je peux penser de cela, il y a le problème de concevoir le commun dans une façon critique. C'est-à-dire que je pense qu'il ne suffit pas de parler de commun et d'écrire des choses sur les communs positifs. C'est-à-dire que les communs, il faut l'inventer et il faut les critiquer en même temps. C'est-à-dire que
en Italie, il y a toute une sorte d'idéologie du commun, et le commun est en train de devenir un mot d'ordre dans la pensée politique des mouvements, sans voir ce que j'appelle les symptômes de malaise, les symptômes du malaise qui a le commun. J'essaie de m'expliquer. Pour le dire avec des mots deleuziennes, je crois que le commun, ce n'est pas une sorte d'espace lisse, c'est-à-dire une sorte de plan de liberté où chacun fait ce qu'il veut, ou un lieu de contribution où chacun peut contribuer comme il veut. Je crois que le commun, si nous voulons faire vivre le commun et faire le vivre bien, c'est-à-dire si nous cherchons une santé du commun, il faut comprendre que le commun c'est déjà plein de pouvoir, de relations de pouvoir, pour le dire avec Foucault. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies entre les individus, il y a des pouvoirs qui passent entre les individus. Il faut comprendre quel type de pouvoir passe entre les individus pour construire quelque chose qui est partagé, mais en même temps, c'est, comment dire, peut devenir toxique. Alors, je crois qu'il faut, même pour le commun, une pharmacologie du commun. Mais pour cela, je crois qu'il faut d'abord d'abord observer les hiérarchies dans les relations sociales, les hiérarchies individuelles, c'est-à-dire un auteur, un artiste, un penseur, il a un pouvoir, il peut avoir plusieurs pouvoirs sur les gens. Et quand un auteur, un artiste parle de pouvoir, développe un concept de pouvoir, parle de commun, développe un concept de commun, il est en train de transmettre des pouvoirs. Et les pouvoirs, en termes foucauldiens, c'est à la fois ce qu'il peut réprimer et ce qu'il peut faire croire. Et je crois que si on refoule la double valeur du pouvoir, nous ne pouvons pas penser les communs. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Là, Gérald, oui, c'est tout à fait vrai ce que tu as dit sur la philosophie et la politique chez Deleuze et Guattari dans qu'est-ce qu'est la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie c'est une sorte de déterritorialisation absolue et que la politique c'est toujours une forme de déterritorialisation relative. Mais il faut et c'est alors quand tu parles de la toxicité de la philosophie, toxicité potentielle, et tu as dit bien potentielle pour ce que je peux penser, tu me fais penser à ce que Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, mais aussi dans qu'est-ce qu'est la philosophie, ont dit sur la ligne de fuite, c'est-à-dire sur la ligne qui fuit par rapport aux segmentations de la société. Et ils disent que cette ligne de fuite peut être mortelle, peut toujours devenir mortelle, parce que c'est une ligne qui va à une vitesse extrême. Et cette vitesse peut toujours conduire à la mort.
Et alors, si la philosophie prend la ligne de fuite, c'est-à-dire si la philosophie avec une déterritorialisation absolue prend la ligne de fuite, elle risque de mourir. Mais qu'est-ce que veut dire mourir dans le sens qu'il doit utiliser pour la toxicité? Ça veut dire qu'il se rende abstraite par rapport à la politique et par rapport au monde. Quand Guattari disait « avant l'être, il y a la politique », je crois que cela, c'est le moyen pour prendre soin de la ligne de fuite, c'est-à-dire pour la maintenir dans un niveau concret, que c'est le niveau de la politique. Et quand tu as parlé dans Deleuze hegelienne, ça c'est curieux parce que nous avons un ami en Italie qui fait partie de la rédaction de la Deleuziana qui dit explicitement que Deleuze a une méthode dialectique et que tous les refoulements hegeliens de Deleuze, c'est précisément un refoulement. Et donc, qui est possible de relire Deleuze en partant des tout premiers textes de Deleuze dans un clé dialectique. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il y a des gens qui pensent aussi comme ça. Donc, peut être une suggestion bonne pour relire Deleuze dans cette façon-là. Et la première question de Miguel. Alors, il faut dire que dans les deux premiers chapitres de l'image temple, Deleuze, comme exemple de la capacité de voir dans l'image quelque chose de choquant, il cite Visconti, il cite Fellini, Rossellini, Antonioni et l'année dernière Malebad surtout, et donc oui, Robbe-Grillet parce que c'est écrit, l'écriture de l'année dernière Malebad est faite par Robbe-Grillet et Alain René. Donc les auteurs sont ceux-là. Il ne fait pas des exemples de lectosigne en tant que tel. Il dit que l'image est pleine de signes. Il montre, il dit cela. Il ne fait pas vraiment des exemples. Je ne me souviens pas si tu te souviens, parce que il n'y a pas des exemples, de véritables exemples. Comme on dit, ça, c'est un lectosigne. Il dit que toutes les images sont pleines. Si je me permets de dire un mot, Paolo, là-dessus, je pense que ce n'était pas l'enjeu du tout de ce que disait Paolo, parce que à ce moment-là, Deleuze finalement fait une reprise de tout ce qui a précédé et une transition vers quelque chose, d'ailleurs qui ressemble à ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a une coupure. Et je pense qu'il reprend, d'un point de vue théorique, il n'y a pas besoin il n'y a pas à donner d'exemple. D'abord parce qu'il a toujours dit qu'il prenait pas d'exemple, mais que c'était plutôt la philosophie qui était exemplifiée par le... Voilà, qu'il n'allait jamais se référer à des films comme à des exemples. Et c'est ce qu'il dit tout à fait au début du livre. Mais par ailleurs, je pense que là, c'est pas l'enjeu, parce qu'il ne s'agit pas de trouver des exemples. Et dans ce que disait Paolo, excuse-moi, Paolo, de t'interrompre, mais dans ce que disait Paolo, la question c'était de savoir comment fonctionne, peut-être de manière occulte, y compris pour Deleuze lui-même, l'archi-écriture dans le cinéma, dans la théorie du cinéma ou dans la philosophie du cinéma de Deleuze. Donc la question était moins de savoir s'il y a des lectosignes, des noosignes, je ne sais pas quoi, que de voir comment fonctionne finalement le cinéma de Deleuze. Voilà. L'exemple, c'est chez Deleuze qu'il faut le chercher, c'est pas chez René ou ailleurs. Et pour ce qui concerne le non-sens,
et les faux raccords. Toi, c'était Jacques Ellul, hein? J'ai compris bien. Hein? Mais, et ça, c'est intéressant parce que j'ai lu l'analyse critique de Jacques Ellul sur la technologie et ce que je vois, c'est qu'il y a une distance sidérale entre Jacques Ellul et Gilles Deleuze. Même sur la critique de la technologie. C'est-à-dire que chez Deleuze, il n'y a pas une critique de la technologie. Il y a une sorte de refoulement dans plusieurs passages de ses livres, mais il ne critique pas la technologie, tandis que dans Jacques Ellul, chez Jacques Ellul, je pense qu'il y a un refoulement des relations sociales. Comment dire, ce que pour Deleuze est très important, à savoir les agencements collectifs et les agencements machiniques, qui sont des agencements sociaux pour Deleuze, c'est tout précisément ce que Jacques Ellul refoule quand il prend la technique comme ce qui va briser les relations sociales. Parce que ce qui manque à Jacques Ellul, j'ai lu la prière impossible. Et là, je crois que ce qui manque à Jacques Ellul, c'est une critique du capitalisme. Il fait que la technique devienne le bouc émissaire du problème qu'il trouve, et il le trouve très bien, parce que là, dans cette année-là, c'est vraiment le commencement du brisement des relations sociales. Et Jacques Ellul, c'est vraiment ce que je appellerais un symptomatologue, très précis. Mais je crois qu'il refoule les problèmes du capitalisme en tant que relation sociale. Je crois ça. Et après, sur les non-sens, je dois réfléchir. Et peut-être si après on parle, je serai ravi de cela. Merci. Merci à toi, Paolo. Henri, tu veux répondre à la question que te posait Gérald? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, ben, merci de m'avoir invité. J'ai oublié de dire que je ne pouvais pas venir parce que Gordana, mon amie, est enceinte au dernier mois, là, et on ne sait jamais ce qui va se passer. Bon, mais je suis très triste de ne pas pouvoir venir. Pardon. Et je suis content de vous voir maintenant. Donc, pour répondre à la question, bon, ben, évidemment, il faut composer, à mon avis, il faut composer la philosophie analytique avec la philosophie qu'on appelle continentale, mais bon, comme l'a fait Bernard. Alors maintenant, je suis presque stiglérien, je comprends, j'ai lu beaucoup de livres de Bernard. Mais comme vous êtes tous stiglériens, il valait mieux que je vous présente quelque chose de l'autre côté de la barrière. Alors, je pense qu'on peut composer de plusieurs façons. Dans le web sémantique dont je parle, quand je parlais à plusieurs reprises, à différents étés à Épineuil, je dois composer. Je compose de la philosophie analytique qui, je pense, est derrière le web sémantique, du point de vue de la logique, du formalisme. En apprenant la philosophie analytique, on peut presque rentrer directement dans le web sémantique. Pour la modélisation, on a appris tout un tas d'outils conceptuels très importants. Et j'ai remarqué que Deleuze adore les concepts. Donc de ce côté-là, je pense qu'on se retrouve avec Deleuze. Mais quand je parle du problème politique des réseaux sociaux centralisés, alors je me réfère plutôt à des pensées qui sont foucauldiennes et qui sont très qui sont tout à fait du jour là.
avec Snowden, avec toutes les histoires qui se sont passées. Je pense donc que du côté analytique, il y a des outils conceptuels très très importants qui évidemment peuvent devenir très très exsanguantes, je pense. Hein, c'est ça. Quand j'ai fait la philosophie analytique, à la fin, je me rappelais plus pourquoi je l'avais fait. Et après, donc, je me suis passé à l'informatique. Et en même temps, mais en même temps, ces outils conceptuels sont très utiles. Dans le cas ici, je pense que ce que je voulais montrer, c'est comment d'abord, on peut repenser ce que c'est que la causalité. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses quand on pense à la causalité dans la seconde façon dont la pense Hume. Et cela en plus, ça semble être en accord peut-être avec donc la théorie des cordes, ce qui est passionnant. En même temps, on peut aussi répondre à Platon sur la vérité dans la fiction et sur l'importance de la fiction. C'est ce que j'ai pas pu faire de façon très approfondie aujourd'hui. Donc les analyses conceptuelles, elles sont dures. Comme maintenant, je suis en train d'apprendre la théorie des catégories. C'est fatigant et il faut y croire un petit peu avant que ça commence à fonctionner. Oui, alors la théorie des catégories, ça s'appelle en philosophie, comment ça s'appelle non, je ne me rappelle plus. Theory. La set theory. Oui, non, la théorie des catégories, ils se moquent d'eux-mêmes en disant que c'est abstract nonsense. Oui. Par contre, abstract nonsense. Et par contre, quand on fait de la programmation informatique fonctionnelle, on la voit tout le temps. Donc elle apparaît 20 ans plus tard, 30 ans, 40 ans plus tard après sa naissance, elle apparaît en informatique pour résoudre des problèmes de programmation. Et une fois qu'on apprend à programmer de cette façon-là, on fait du code beaucoup plus beau, on peut réfléchir beaucoup plus loin, et ça redevient du plaisir de coder. La philosophie analytique aussi, elle revient vers... alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les 40-50 dernières années, elle a beaucoup évolué. Et au début, elle était elle était elle voulait aller contre. C'était un refoulement de Hegel. Et on peut voir, par exemple, dans la récente philosophie analytique, par exemple, Robert Brandom, qui est un des élèves de David Lewis, des cours très intéressants sur Hegel, où, en utilisant les outils de la philosophie analytique, il arrive à lire Hegel de façon très intéressante, justement sur les questions de ce que c'est que la loi. Comment est-ce qu'on peut suivre, comment est-ce qu'on suit des règles en se basant sur la pensée juridique de Hegel et de Kant. Robert Brandom, il a une très très grande barbe, et ce qui prouve que pour faire le pont entre la philosophie analytique et la philosophie continentale, on pourrait dire, il faut beaucoup beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas le temps de le faire mais je pense que le discours est très intéressant. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Je pense que j'avais peut-être d'autres petites choses à dire dans ma présentation là, que j'aurais pu parler. C'est que dans ces mondes possibles qui ne sont pas actuels, dans les fictions, on observe une projection qui se passe, une projection de la personne qui regarde un film dans un rôle d'une personne qui est dans le monde possible de la fiction. On retrouve donc du côté mathématique cette notion de projection. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'à travers des arguments très abstraits, on retrouve les conceptions des penseurs de films.
et des arts. Et évidemment, si ces abstractions ne sont... alors, il y a un livre dont j'allais parler, c'est un livre, je vais peut-être essayer de vous l'envoyer, écrit par un doctorant en 97, qui s'appelle « La sémantique des médias ». Et ça a l'air très intéressant, vous devriez peut-être l'inviter. C'est le frère de quelqu'un qui va parler demain en vidéo d'Australie, je pense, je ne me rappelle plus son nom. Dan Ross. Voilà, je crois que c'est lui. Et il me l'a donné il y a 2 jours. Alors ça fait 2 jours que je le lis, 130 pages là de ces analyses qui vont au-delà de David Lewis. Mais il fait du théâtre, il est dans le film. Et donc c'est c'est un caractère qui est là très intéressant, qui arrive à passer de la philosophie analytique à l'art et peut-être à l'application. Donc peut-être que lui pourra, et peut-être que moi j'ai été aujourd'hui quelqu'un que juste pour vous intéresser un petit peu à la possibilité de la fiction dans la philosophie analytique, mais vous pourriez lui demander, il pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Voilà, je pense que c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que je pense que les deux travaillent ensemble. C'est très difficile de le faire, et c'est pour ça que je viens au cours de Pharmacon tous les ans. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup, vraiment. Pierre-Yves, je te donne la parole. Il faut un micro. Ah, il est là. Ah là, pardon. Oui. Michael, merci pour la question et la référence. En fait, j'ignorais que le film était un remake, donc ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Je vais essayer de voir ce film-là. Merci également pour la question que tu poses. Si je l'ai bien compris, c'est finalement le pouvoir d'attraction, quelque part, qu'exerce ce modèle américain qui fait qu'à un moment donné, les gens émigrent, si j'ai bien compris. Et c'est vrai que dans le programme des lectures que je voulais faire, il y a pour moi une histoire de cette émigration que je voudrais mieux comprendre, parce que je me dis, d'un côté, il y a certainement une fascination pour un fantasme de liberté, peut-être, et puis d'un autre côté, une question peut-être de filiation aussi à devoir explorer. Voilà. Mais je ne sais pas aller plus loin que ça à l'instant. Et puis, par rapport à Gérald, aussi merci pour cette question que je prends également comme un point d'attention. C'est-à-dire que, oui, effectivement, moi-même, j'ai quelque part une filiation politique. Et c'est vrai qu'au bout du compte, l'aspect politique m'intéresse beaucoup, parce que je pense que par rapport à tous ces travaux qui peuvent être menés, à un moment donné, il faut pouvoir faire véritablement des recommandations, montrer que ça marche ou que ça ne marche pas, ou quels sont les problèmes. Mais je veux dire, il doit y avoir une répercussion politique. Mais entre les deux, il y a, et tu fais bien de le souligner, il y a vraiment une mise entre parenthèses quelque part à devoir faire, ne fût-ce que pour du point de vue académique, pouvoir faire un travail qui soit crédible du côté de l'anthropologie. Merci. Ricardo. Je voudrais rajouter juste seulement une chose pour l'observation de Gérald sur Deleuze. Je crois qu'il faut contextualiser quelle que c'est la philosophie. Deleuze écrit quelle que c'est la philosophie au début de la révolution néolibérale. Le but du livre, c'est le sauvetage de quelque chose de la tempête néolibérale, qui est une tempête politique. Ça, c'est important. Mais il y a eu d'autres questions pour toi. C'est pas une question, une observation de... C'est très intéressant, le passage. Mais c'est difficile d'interpréter ce passage parce que l'isolement volontaire, peut-être
que c'est plus fort dans la même salle. Bon, merci Ricardo. Je me donne la parole. Parce que comme il va y avoir tout à l'heure le spectacle, si on relance une série de questions, je n'aurai pas le temps de parler. D'abord, je voudrais encore remercier chaleureusement les intervenants. C'est une très bonne édition de l'Académie d'été, cette édition 2014. Je me dis qu'il faudrait peut-être essayer de la valoriser un peu plus qu'on l'a fait pour les autres éditions. J'ai beaucoup de choses à dire et je vais essayer de le faire de manière le plus économique possible. Je voudrais d'abord réagir un petit peu sur ce que disait Michael à propos des faux raccords et de Ellul, enfin revenir là-dessus. Je pense que Ellul ne peut pas voir la nouvelle vague. Que précisément sa position sur la technique le rend aveugle à ce qui est en jeu avec la nouvelle vague, ou René, ou un certain nombre d'autres cinéastes de cette époque-là, disons, cinéastes de ce qu'on pourrait appeler la très grande modernité du cinéma. Voilà. Je crois qu'il ne peut pas le voir. Parce que sa position, pour les raisons que donnait Paolo, sa position sur la question organologique, ce que lui n'appelle pas du tout comme ça, et quand je dis ça, je suis d'accord avec Paolo, il y a des descriptions symptomatologiques chez Ellul qui sont très intéressantes. Mais sa position fondamentale, qui est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il se sert de la technique comme un bouc émissaire pour ne pas affronter le capital, exactement comme Hans Jonas d'ailleurs, exactement la même démarche, et d'ailleurs c'est la même origine, c'est un heideggerianisme rampant, bon, fait que, alors là c'est apolitique totalement, cette position. Et le cinéma dont parle Deleuze, c'est un cinéma très politique. Si on ne le pense pas comme ça ne veut pas dire que ce que disait Gérald n'est pas une question, parce que je vais y revenir, parce que c'est une vraie question, je crois, cette question-là. Mais Ellul, lui, est en dehors de ça, et je ne pense pas qu'il puisse mordre là-dessus, quoi. Alors, bon, tu as dit, Paolo, plein de choses, dont une chose très très importante, que je n'ai pas dite moi-même d'ailleurs, hein, mais je suis d'accord avec ça. Tu as dit le schématisme comme pouvoir de rêver. C'est ce que je crois, mais je ne l'avais pas dit. Tu l'as dit, et je suis d'accord. Voilà. J'aurais peut-être pas osé le dire moi-même, mais en même temps, je suis d'accord. J'aurais pas osé le dire peut-être, pas simplement par lâcheté, mais parce que c'est énorme. C'est un énoncé énorme. Donc, il y a une nécessité, puisque le schématisme, c'est quand même l'entendement. Hein, c'est pas l'entendement, c'est l'imagination, mais c'est l'imagination au service de l'entendement. Donc poser l'entendement comme pouvoir de rêver, il faut du courage, hein. Il faut se lever de bonne heure, je dirais, pour défendre vraiment cette position devant des épistémologues, et les plus sympathiques qui soient, Bachelard par exemple, même si Bachelard justement est un grand penseur de la rêverie. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'il irait jusqu'à dire le schématisme comme pouvoir de rêver. Bon, je ne dis pas qu'il ne le dirait pas, je n'en sais rien. Il va falloir instruire le sujet. Mais... Enfin voilà. Bon, j'étais évidemment enchanté de ta lecture de l'Image-Temps. Je n'avais pas lu l'Image-Temps comme ça. En plus, moi, quand j'ai lu l'Image-Temps, je l'ai lu quand il a été publié. En plus, je l'ai lu avec une certaine presse parce qu'on m'a demandé un article sur le livre. Donc, avec une certaine pression. C'était en 83. 85. Voilà, j'ai lu pour écrire un article, ce qui est une très mauvaise façon de lire. Hein. Donc, et ça a marqué ma lecture. Ça m'a rendu, après le livre, difficile à lire. J'ai eu le même problème avec un autre livre de Derrida, Politique de l'amitié, et qui était en plus un énorme bouquin comme ça. Hein. J'avais 15 jours pour faire un article. Donc. Mais je n'avais pas lu ça dans l'Image-Temps. Et d'ailleurs, ce premier chapitre dont tu parles, je l'avais même vivement critiqué. Voilà. Vivement critiqué, parce que je ne l'avais pas compris. Tu me l'as fait comprendre. Par ailleurs, c'était une époque où j'étais très très déridien, et c'était une manière d'être déridien. Enfin, être déridien, ça rend incapable de lire Deleuze, tout simplement, quand on est vraiment déridien. Aujourd'hui, je ne suis plus déridien, ce qui ne veut pas dire que j'ai jeté Derrida par la fenêtre, et je ne suis pas deleuzien, mais je lis un peu mieux Deleuze, je crois. Voilà. J'espère en tout cas.
Bon, ce que tu as dit, d'abord pour la thématique du colloque, c'est pas un colloque ici, mais disons de la rencontre d'Épineuil, là, le tout comme interstice, ça c'est très très important, parce que pour moi, la question de l'année, pour moi, je veux dire, la question que j'ai découverte cette année, c'est l'interstitiel, l'intermittent, l'antre, etc., comme étant la grande question politique et technologique. Voilà. Donc je tiens à le souligner. Et d'ailleurs, j'enchaîne en posant le problème du poisson volant, parce que j'en reparlerai un tout petit peu demain. Je propose de passer du mythe de l'allégorie de la caverne à une interprétation spéciale et non aristotélicienne d'Aristote, parce que c'est pas Aristote qui dit ça, hein, c'est moi, hein, lisant Aristote, c'est que l'âme noétique est un poisson volant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est un poisson volant? Ça veut dire qu'elle peut quitter la salle, mais uniquement pour y retomber. C'est-à-dire qu'elle peut juste prendre son élan pour sortir de la salle de cinéma, par exemple, et pour retomber dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire sortir de la salle de cinéma? En fait, ça ne veut pas dire sortir de la salle de cinéma. Ça veut dire passer derrière l'écran. D'autres diraient derrière le miroir. On ne sort pas en fait de la salle. On rentre dans la cabine de projection et par la cabine de projection, on remonte comme tous ces Muriel d'Alain Resnais qui monte les projecteurs, etc. Voilà. Resnais, c'est un très grand penseur de ça. Ou encore un personnage dont je parlerai demain peut-être si j'ai le temps, dont je parle très souvent d'ailleurs, presque à chaque fois que je prends la parole sur le cinéma, à savoir Hossein Zabzian dans le film Close-Up de Abbas Kiarostami. C'est-à-dire celui qui veut passer derrière le miroir, c'est-à-dire derrière la caméra. Parce que le miroir, c'est la caméra. D'ailleurs, la caméra des Frères Lumière, c'est à la fois un projecteur et une caméra, etc. Donc, c'est ça que ça veut dire. J'essaye, moi, de penser l'intermittence comme ça. Et avec les intermittentes du spectacle, d'ailleurs, qui, comme notre ami Patrice, est derrière le miroir, là, en ce moment. Bon. Voilà. Aux ordres, c'est bien, très bien, Patrice. Et peut-être qu'on peut passer derrière, enfin, on ne peut faire ce saut du poisson volant, qui ne peut sortir de son milieu qu'en y retombant tout de suite, et n'en sortant pas vraiment d'ailleurs, du coup, que par l'écran. Voilà. Et c'est peut-être ça, la question de l'écran. Qu'est-ce qu'un écran? C'est ce qui donne à voir, c'est ce qui cache en même temps qu'il donne à voir, et c'est ce sur quoi on écrit aujourd'hui. Et ça m'intéresse énormément. Ce nœud entre ces trois dimensions de l'écran. Je vais en reparler bientôt à Lyon, puisque Mauro Carbone organise un colloque sur les écrans, sur l'écran. Bon, je suis totalement d'accord avec cette thèse qui était derrière tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il faut rêver pour commencer à penser, et rêver pour commencer à penser, c'est rêver à l'archi-cinéma, à travers, par exemple, le cinéma comme révélateur de l'archi-cinéma. Révélateur comme un poisson volant, c'est-à-dire que c'est pas une révélation en réalité, puisque c'est un révélateur au sens chimique, voilà, et on retombe en permanence. Bon, là où tu m'as vraiment réjoui et rassuré beaucoup, et ravi même, c'est quand tu dis l'image pure est cependant discrétisée et spatialisée. Ça renvoie à la discussion de ce matin sur Bergson et avec Anne, et sur la question de la spatialisation, du rapport de Deleuze au bergsonisme, et même de Bergson à l'espace. Voilà. Et ça fait partie du chantier dont on disait ce matin, il va falloir le rouvrir et l'instruire en détail, parce que ça, c'est absolument capital. Alors, il faut savoir quand même, je crois, pouvoir dire, tu me corrigeras si j'ai une bêtise, je parle là à toute l'Assemblée à propos de Paolo, que Paolo a fait sa thèse sur Deleuze et Derrida. Et donc, il a une position qui est extrêmement rare, qui est de connaître les deux. Parce qu'en général, on connaît l'un ou l'autre, mais on connaît très rarement les deux. Ce qu'on connaît, c'est les arguments caricaturaux de l'un contre l'autre. Bon. Je ne dis pas d'ailleurs ça contre Deleuze, parce que finalement, Deleuze n'a pas tellement caricaturé Derrida, en tout cas dans ce que je connais. En revanche, il a parlé avec Guattari dans l'Anti-Oedipe de la grammatisation, de Leroy-Gourand et de toutes ces choses-là. Et ça, ce sont des textes extrêmement importants et sous-commentés, parce que je connais très très peu de commentaires. Les Derridiens se sont abstenus d'en parler, ça leur fout la trouille, y compris moi lorsque je faisais partie de cette chapelle, et les Deleuziens n'en parlent pas parce que ça leur fout la trouille aussi. Hein, et c'est à mon avis là que ça se passe, en fait, tout ce dont tu parlais. On peut le reporter dans l'Anti-Oedipe d'une façon intéressante. Alors, évidemment, je suis, moi, ravi d'entendre dire que l'image est un effet d'écriture, c'est-à-dire de différence avec un A, ce qui suppose maintenant qu'on redéfinisse image et écriture, voilà, et qu'on reparle de tout cela.
Tu as souligné, voilà, tu as dit comme dans l'acte de lecture et non comme dans la perception, l'image est un effet d'écriture, etc. Bon. Et tu as souligné que la technologie de la caméra, je cite ce que j'ai noté, hein, comme condition de possibilité de la penser au moins dans la salle de cinéma, tu dis. Si on suit l'interprétation que j'ai proposée de Platon, on est toujours dans une salle de cinéma en réalité, donc, ou le cerveau dans la cuve, là, dont tu parlais. Là aussi, il va falloir... Parce que ça, c'était aussi une question pour Henry. Henry ou Henry, on dit Henry parfois parce qu'il est de culture... il est plusieurs cultures nationales, il est peut-être plus anglo-saxon que français, en tout cas. Henry, je parle d'Henry Story, mais je crois qu'Henry n'a pas pu suivre ton exposé. C'était aussi une question à la philosophie analytique que tu posais là, hein, bon, en citant Putnam, etc. Bon, je ferme cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, moi, le problème, là, maintenant, l'objection que je fais, c'est pas une objection que je te fais, c'est l'objection à Deleuze que je continue à faire, c'est qu'il n'y a pas de pensée de la technique en tant que telle chez Deleuze, pour moi. Je me trompe peut-être, hein, parce que je ne connais pas tout en plus. Mais ce que j'ai lu de Deleuze, et en particulier ce fameux texte sur Foucault, voilà, le diagramme, c'est véritablement pour moi une opposition, alors archi-classique de la philosophie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la question que Gérald pose, pour moi, passe par là. Parce que il y a la politique, bon, telle qu'on pourrait, avec Hobbes par exemple, en poser la question. C'est pas ma question. Et là-dessus, je suis totalement dans le sillage de ce que dit Ricardo, totalement. Bon. Et puis, il y a la politique. Ce n'est pas non plus la politique de Platon dont tu parlais. Ce n'est pas la mienne. Voilà. Et puis, même si c'était la mienne, celle de Socrate, par exemple, c'est la mienne. Mourir pour la cité, ça, c'est la mienne. Mais on n'est plus dans cette cité-là, donc ce n'est plus ça non plus la politique, voilà, même si je revendique cet héritage. En revanche, il y a quelque chose dans quoi nous sommes toujours, c'est Marx. Et Marx, c'est la technique, voilà. C'est la technique, et ça c'est ce que dit Foucault, et c'est ce qu'il y a de très important chez Foucault. Foucault dit, Marx, si on veut le comprendre, c'est le fusil, l'usine, l'atelier, et c'est ça qu'on doit penser, si on veut penser la politique, et la politique c'est donc de l'économie. Là-dessus, je trouve que Deleuze, comme Guattari, n'arrive pas à articuler. Et du coup, ils n'arrivent pas à articuler vraiment le micropolitique à la macropolitique. Ça veut pas dire qu'ils ne disent pas qu'il faut le faire, parce qu'ils le disent justement qu'il faut le faire. Mais je pense qu'ils n'y parviennent pas. Peut-être que chez Guattari, d'ailleurs, il y a plus d'éléments que chez Deleuze pour ça. Parce que lorsque Guattari parle de l'inconscient machinique et tout cela, il y a peut-être des choses plus fortement proches de choses qui nous intéressent ici que chez Deleuze. Voilà, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, bien sûr. Hein. Alors, cela étant, donc, là où on peut reprendre avec Deleuze, et dans cette perspective, c'est la répétition. C'est ce que tu as dit tout à l'heure sur les deux répétitions, et les répétitions stéréotypiques et traumatypiques. Les répétitions qui renforcent les stéréotypes, et donc la fermeture, et les répétitions qui créent des interstices, et non pas simplement des ouvertures, des interstices. Et ce sont ce que nous appelons, nous, dans le séminaire, les traumatypes. Et ça, je suis archi d'accord. C'est pour ça que je dis qu'en fait, Deleuze est un penseur du pharmacone. Mais pour moi, c'est un penseur du pharmacone qui a un peu le même problème que Derrida, parce qu'il n'arrive pas vraiment à penser l'organologique en tant que telle. Je crois ça. Voilà. Alors après, je vais m'arrêter sur ton intervention. Bon, on parle de civilisation des clichés qui cachent les traumatypes refoulés par la synchronisation, etc. Archi d'accord. Le social comme banque de données, c'est exactement l'enjeu de ce que décrivent Bernd Rouvroy sous le titre de gouvernementalité algorithmique. Et c'est le sujet qui est en train de venir là en ce moment, sur lequel il va falloir vraiment que nous travaillions beaucoup. Et pour produire du rêve organologique. Et rêver organologiquement. Et organologiser oniriquement. Voilà. Et ça, c'est pour passer du peuple qui manque au social qui manque. Pour assumer cette transformation. Et ça, c'est un programme pratique, théorique, politique, économique, etc. Alors, Henry Story, c'était vraiment intéressant ton intervention. Je t'en remercie vraiment beaucoup. J'ai trouvé que c'était ce qu'il y a de plus intéressant de ce que tu as fait d'ailleurs dans ces différentes interventions. Tu as posé le problème de la vérité dans la fiction au sens de David Lewis. Donc la vérité, ce serait une région dans un océan de fiction possible.
Oui, bien sûr, c'est intéressant. Je ferai un petit peu la même remarque, cela dit, que Gérald, c'est-à-dire que je pense que ça peut vite nous faire perdre finalement le fil. Voilà. Et dans tous les cas, je pense que pour pouvoir poser cette question de la vérité dans la fiction, il faut poser la question de la fiction dans la vérité. Quel est le rôle de la fiction dans la vérité? Comment est-ce que de la vérité ne se produit que à travers de la fiction? C'est-à-dire de l'organologique, c'est-à-dire de l'artefactuel, du pharmacologique. Ça s'appelle la rhétorique chez Socrate ou chez Aristote. Ça peut s'appeler la nécessité de la fiction chez les théologiens chrétiens. Ça peut s'appeler comme on veut, ou chez Kant, parce qu'il dit la même chose. Ça peut s'appeler comme on veut, mais dans tous les cas, sans fiction, y compris au sens de ce que je citais hier matin chez Balibar, à savoir qu'il faut de l'ethnicité fictive pour que le social tienne, voilà, pour que l'adoption se produise, pour que la filiation se construise, il faut du roman familial, comme on dit, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu ça, moi, mon problème avec la philosophie analytique, c'est qu'elle ne pense pas la fiction dans la vérité. Voilà. Elle partage ça avec Platon, enfin, en tout cas avec un certain Platon, parce qu'il y a des Platons, hein. Faut toujours le redire. Cela étant, dans ce que tu as proposé à travers ce film résumé et illustratif des 10 dimensions, qui était vraiment tout à fait saisissant. Alors on n'arrivait pas à tout le comprendre parce que la synchronisation entre le sous-titrage et les images était parfois un petit peu difficile, donc j'ai manqué beaucoup de choses, et comme je lisais le français, du coup j'écoutais pas l'anglais, etc. Bon, voilà. Mais même en anglais, j'aurais sûrement pas tout compris. Quoi qu'il en soit, bon, ça, il y aurait des tas de discussions à avoir sur ces 10 dimensions, pour moi. Mais c'était très très intéressant. Une proposition que je fais, c'est que enfin pas toi, le film a dit, quand on est bidimensionnel, on ne peut pas passer sur la 3e dimension, etc. Bon. Ce que dit pour moi Georges Canguilhem sur l'artificialisation des milieux de vie, des milieux du vivant qu'est la vie technique, c'est-à-dire l'être noétique, c'est ce qui, je crois, permet par des phénoménotechniques de changer de dimension. Et ça, c'est aujourd'hui une question absolument capitale et qui va me faire revenir maintenant sur le cœur de ta proposition à toi. Tu as parlé de la philosophie de Lewis sous 2 angles principalement. Les relations logiques et les relations causales, ce qui est un grand classique, évidemment, dans la philosophie, y compris continentale. Sauf que je vais laisser la question des relations logiques, qui ne me posait pas de problème particulier, mais dans les relations causales, j'avais un gros problème. Définir la causalité les relations de causalité comme des relations entre événements, sans considération pour le contenu des événements, ça c'est totalement de la métaphysique à la façon de Wolff, c'est-à-dire à la façon que critiquait Emmanuel Kant, c'est pré-kantien. C'est-à-dire on s'est entré dans un formalisme où on peut raconter absolument tout ce qu'on veut, parce qu'on n'a plus l'expérience newtonienne. Voilà. Et humienne de l'empiricité. Et d'ailleurs, ça c'est un sujet chez Deleuze extrêmement important. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu politique, économique, technologique et théorique, épistémologique, absolument immense, qui est lié au corrélationnisme des big data. Voilà. Quand on écoute Anderson, Schumberger, tous ces gens qui sont des commentateurs de ce qui se passe en ce moment avec les systèmes de calcul en temps réel, à la quasi-vitesse de la lumière, sur des centaines de millions, même de milliards de données, quasi simultanément. C'est pas simultané, mais à notre échelle, ça devient quasi simultané. Et quand on lit les analyses que font Berns et Rouvroy, par exemple, mais d'autres aussi, sur le processus de boucle de rétroaction que ça induit, d'une performativité technologique qui fait que la technologie va plus vite que nous quand on travaille avec elle. Donc elle nous précède et elle nous manipule. Eh bien ça fonctionne sur une causalité corrélationniste. Et c'est ce que décrit David Lewis. Donc il faut, pour moi, combattre ce point de vue. Voilà. Je pense que c'est une causalité formelle. Je ne veux pas dire qu'elle est impertinente, mais elle a une pertinence extrêmement limitée. Comme c'est le sujet de mon prochain livre, je me permets de renvoyer à mon prochain livre pour un développement de mon point de vue là. Ça renvoie aussi à la question du monde commun. Le monde commun, c'est le monde d'Héraclite. Et le vrai, pour Héraclite, je crois, l'aletheia, autrement dit, hein, chez pas Veritas, chez Héraclite, c'est aletheia. L'aletheia, pour Héraclite, ne peut être
que l'aletheia du commun. Voilà. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être éclaté en différentes fictions. Il n'y a pas des vérités de différentes fictions. C'est pas vrai. Il y a la vérité qui traverse des fictions différentes. C'est autre chose. Il y a différentes façons de considérer la vérité, mais il ne peut pas y avoir une coupure de la vérité en différentes vérités liées à différents types de fictions. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, ce que je crois, moi, c'est qu'il faut aujourd'hui faire une critique de la philosophie analytique. Et une critique au sens kantien. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses intéressantes de la philosophie analytique, il faut les reprendre et en faire une vraie critique. Pour le moment, il n'y a pas de critique. On s'envoie des trucs à la figure. Voilà. Les continentaux se balancent des tomates pourries, les philosophes analytiques renvoient des œufs pourris. Alors, des fois, ils disent « mais je vous renvoie votre gueule de merde, je vous en ai fait une théorie du droit analytique, etc. etc. » Mais les continentaux font la même chose, à peu près. Bon. J'ai entrouvert, moi, dans un livre, l'espoir d'un dialogue. J'ai essayé de le faire, parce que j'ai créé un laboratoire de sciences cognitives, donc de philosophie, où il y avait des philosophes analytiques. Mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile du tout, et je crois que je ne suis pas du tout arrivé. Alors, Pierre-Yves nous a parlé, il a parlé de beaucoup de choses. En introduction, tu as bâti un contexte, planétaire d'ailleurs, et tu es revenu en Belgique ensuite à travers le NVA. Et la question de l'enseignement en Belgique. Je vous signale qu'il sort un livre là que je n'ai pas lu, mais j'ai juste lu un papier qui s'appelle « Le tsunami numérique » qui était en train de préparer Les Esprits, c'est un journaliste qui le publie en France, a une transformation absolument majeure de l'enseignement, et j'ai reçu plusieurs mails simultanément, pratiquement les uns derrière les autres, me disant c'est une machine de privatisation de l'enseignement qui est en train de se mettre en place à travers la numérisation. C'est extrêmement dangereux. Ce sont des gens qui sont convaincus de la nécessité de développer le numérique dans l'enseignement, qui m'ont envoyé ces mails. Donc voilà, le sujet est extrêmement chaud. Et là, je rebondis là-dessus sur votre question concernant l'enseignement, concernant la République des lettres et la République analogique. Moi-même, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec Martine d'Orgeval, j'ai fait une intervention au Conseil d'État, à la demande d'un membre du Conseil d'État, pour dire comment je voyais le numérique dans la société contemporaine. Et je dis qu'il faut refonder la Constitution sur le numérique. Donc je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème juridique, voilà, et il faut l'attaquer là où il doit être pris, et en critiquant Hobbes, etc., d'ailleurs en passant, parce que tout ça suppose une relecture, une critique de Gary Becker et de toutes ces sources, et de faire une pharmacologie du numérique, une pharmacologie politique du numérique, qui disent non, le numérique, ça n'est pas devenir entrepreneur de soi-même, ça n'est pas la victoire de Hobbes et de Gary Becker, c'est une pharmacologie positive, une thérapeutique. Mais pour ça, et ça c'est une manière pour moi de répondre par avance à ce que dira Dan Ross demain sur Internet, puisqu'on le verra sur Skype, pour ça il faut faire une critique de la République analogique qui n'a jamais été constituée. Si on ne fait pas une critique de la radio, du cinéma, de la télévision, de ce qu'on appelle les médias de masse, les industries culturelles, tout ce qu'on veut, et une critique au sens où on emploie le mot critique ici, c'est-à-dire une critique où par exemple Deleuze fait une critique du cinéma. Critique ne veut pas dire être contre le cinéma, bien au contraire. Si on ne fait pas une critique de l'analogique, on ne fera jamais une critique du numérique. Et par ailleurs, si on veut faire une critique de l'analogique, il faut faire une critique du littéral, qui n'a encore pas été faite. Derrida a entrouvert le sujet, Havelock aussi d'ailleurs, beaucoup d'autres que j'ai cités moi-même, proches de Havelock, ou Walter Ong, mais aussi Kittler en Allemagne, et beaucoup d'autres. Mais cette critique n'existe pas encore, à mon avis. Il faut la faire. C'est le programme de Digital Studies. C'est exactement ce que nous essayons d'engager à l'IRI et autour de nous une vingtaine d'établissements du monde entier, y compris l'université Todai de Tokyo avec Ishida qui sera là demain matin pour parler de ça dans son intervention. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des interventions parce qu'il faut s'arrêter dans 8-9 minutes, mais évidemment, j'aurais bien aimé dire des choses
sur le Titanic comme allégorie de notre devenir, sur la question de que faire des pauvres, etc. Juste un mot là-dessus, les workhouses, c'est une arnaque absolument monstrueuse, puisqu'il n'y a plus de travail, de ce type de travail-là en particulier. On n'a absolument pas besoin de ça. Donc mobiliser ces philosophies du passé, John Locke et tout ça, pour aujourd'hui, c'est une incroyable escroquerie. Et là-dessus, il faut que nous mobilisions. Il faut que nous disions que ce sont des escrocs. Il faut les dénoncer. Là, il faut monter au front. Il faut sortir les pistolets mitrailleurs ou les bazookas ou les bombes atomiques. Il faut les désintégrer, ces gens-là. Parce que ça, ce sont des nuisibles extrêmement dangereux. Voilà. Et il faut emmerder aussi le NVA et le Front National et tout ça avec ça. Parce que moi, j'ai essayé de montrer que le Front National dissimule son fond néolibéral radical. Et Marine Le Pen est d'une incroyable habileté de ce point de vue-là. Mais évidemment, c'est pas du tout, ça n'est qu'une dissimulation. Donc il faut aller les chercher là où ça fait mal. Et là, ça fait vraiment mal. Voilà. Bon, après, ce que tu disais sur Steve Jobs, moi je n'ai pas lu ce texte, donc je ne sais pas interpréter ce que tu as cité, la mort, meilleure invention de la vie. Mais bon, c'est aussi ce que dit Freud. Enfin, c'est pas ça que dit Freud, mais disons que c'est l'enjeu chez Freud au-delà du principe de plaisir. Et donc, il y a là une question très, très, très importante. Je ne sais pas si Steve Jobs, enfin, je ne sais pas s'il le dit comme tu l'as dit toi ou comme Freud le dit. Il était très, très, très intelligent, Steve Jobs. Hein. C'était vraiment un grand, grand esprit. Hein. Donc, j'aurais quand même tendance à lui faire un certain crédit. Voilà. Et parce qu'en plus, il n'était pas antipathique, je trouve. Voilà. Beaucoup moins antipathique qu'Ike Schmidt ou des gens comme ça, quoi, à mon point de vue. Enfin bref, mais je crois qu'il faut instruire cette question à l'aune de la question de la société libertarienne, où là aussi, il faut que nous soyons beaucoup, quand je dis nous, je ne sais pas de qui je parle, mais bon, disons les gens de bonne volonté, beaucoup plus offensifs sur les libertariens. Voilà. Parce que nous sommes très très proches, nous, Ars Industrialis, des libertariens de gauche, disons, parce que les commons, les logiciels libres, tout ça, ça pullule de libertariens. Mais qui ne comprennent pas les conséquences politiques de leur position libertarienne, voilà, très très souvent, et qui ne voient pas qu'ils sont... Moi-même, d'ailleurs, je me suis laissé embarquer par ça. Ils ne sont pas très très vigilants. Et il faut faire cette critique. Cette critique, c'est revenir aux questions de Deleuze, la politique et tout ça, parce que c'est l'articulation entre micro et macro qui est derrière toutes ces questions, entre bottom-up et top-down, etc. C'est aussi notre programme à l'IRI, d'ailleurs, de développer une organologie qui n'oppose pas le bottom-up et le top-down, mais qui les articule d'une manière structurelle. J'ai une question à te poser, Pierre-Yves, mais peut-être que tu n'auras pas le temps d'y répondre, on verra, peut-être que tu auras le temps. Tu as parlé de ta mère, tu as parlé de tes études de théâtre, puis ton passage au cinéma, puis ensuite au télécom, et puis tu as dit maintenant donner des fondations solides à un troisième acte de ma vie. Tu as choisi le théâtre plutôt que le cinéma ? En disant troisième acte, parce que si c'était du cinéma, tu n'aurais pas dit le troisième acte, tu aurais dit la troisième partie. Et ma question, c'est théâtre, cinéma, ou encore autre chose qui passe par Belgacom ? Voilà, c'est une question que je te pose, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais ce n'est pas une boutade, hein, c'est une question que je considère vraiment importante. Bon, après, vous avez compris que Pierre-Yves a un programme, il a un programme assez précis qui passe par l'anthropologie, une anthropologie très spéciale qui est l'anthropologie qui passe par Pierre Legendre, donc ce n'est pas une anthropologie tout à fait comme les autres, c'est même pas vraiment une anthropologie pour un anthropologue, je crois, qui passe aussi par la question du droit, c'est pour ça aussi qu'il y a Antoinette Rouvroy, je crois. Et la question se pose du terrain, il n'y a pas d'anthropologie sans terrain. Et donc il dit, voilà, il veut investiguer un terrain. Bon, ça, c'est typiquement notre programme ici. Voilà. Nous voulons faire du terrain. C'est ce que j'appelle, moi, avec Vincent, l'organologie pratique, c'est l'invention, ce que j'appellerais demain matin l'invention supplémentaire. Nous voulons inventer des organes, et ces organes, pour les inventer, il faut faire du terrain. Il faut travailler avec des ingénieurs, il faut travailler avec des industriels, il faut mettre les mains dans le cambouis, il ne faut pas simplement faire de la politique, il faut faire de l'économie, et en plus, il faut faire de l'économie industrielle, développer des programmes industriels, et rêver. Parce que c'est ça, rêver organologiquement. Et là, je fais un retour sur ce que tu disais, Paolo. Rêver organologiquement, ça veut dire inventer des objets techniques. Et nous disons aujourd'hui, la philosophie, s'il y a une nouvelle philosophie, c'est une philosophie qui invente des objets techniques. Et je répète ce que je dis souvent, c'est que Pascal,
Leibniz inventait des objets techniques. Hein. Donc ce n'est pas du tout une chose nouvelle, mais c'est une chose qui s'est arrêtée avec Emmanuel Kant. Et ça, c'est très très important d'en faire la déconstruction. Et ce serait une occasion de déconstruire la déconstruction de Derrida, parce que ça, c'est ce que Derrida n'était pas capable de penser. Bon, l'autre chose que tu as dite qui m'apporte énormément, c'est la question des hommes extraordinaires et des hommes ordinaires, dont parle Godelier, et de la situation actuelle. Voilà. C'est la bonne question, et aller sur le terrain de ces hommes ordinaires qui ne pourraient plus être en relation avec des hommes extraordinaires et réciproquement, c'est le terrain du désert. Hein. Donc il faut prendre beaucoup d'eau, pas de whisky comme le capitaine Haddock, parce que sinon on va pas loin. Et voilà. Bon. Mais en réalité, cette anthropologie, pour moi, et cette anthropographie, puisque tu as parlé d'anthropographe, d'instruments d'observation, je te propose, moi, de l'appeler une néganthropographie. Voilà. Parce que je pense que sinon, on retombe dans l'anthropologie, c'est-à-dire le logocentrisme, c'est-à-dire l'ontologie. On retombe dans une conception classique de la science, avec un observateur, etc., qui est exactement ce que je reproche, finalement, à Godelier. D'avoir été repris par le capitalocentrisme parce qu'il ne fait pas de critique technologique de sa propre pratique, et donc il reste dans une anthropologie totalement métaphysique. Et ça renvoie au problème des régimes de vérité, de ce que Foucault appelle des régimes de vérité. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller instruire, c'est pour ça qu'on a appelé le colloque qui va se tenir au Centre Pompidou à la fin de cette année, et le séminaire qui s'est tenu début juillet, et où Anne d'ailleurs a fait une intervention très précisément sur ce sujet, la vérité du numérique. On a pris une mot vérité entre guillemets, et ça référait à la question que pose, comment s'appelle-t-elle, Antoinette Rouvroy, du régime de vérité numérique au sens de Michel Foucault. Mais je crois que le concept de régime de vérité de Foucault n'est pas accompli. C'est pas une conception, c'est ouvert à une appréhension organologique, mais il a lancé ce programme très tardivement, il est mort peu de temps après, et je pense que tout est à revisiter. Juste en passant, et après je vais à Ricardo, et puis on s'arrête, ensuite, excusez-moi, j'y vais un peu au galop, je reviens encore à une remarque de Michael sur l'émigration vers l'Amérique. Oui, il y a de l'émigration américaine, il y a 15 ans, etc. Bon, le cinéma, l'émigration, le cinéma comme produit d'appel à l'immigration aussi d'ailleurs. Tout le business model, tout le political model de l'Amérique du Nord basé sur l'immigration, le melting pot, le cinéma fait pour intégrer les immigrés. Tout ça, ce sont des choses très bien documentées, dont par Jean-Luc Godard d'ailleurs dans l'introduction, dans l'histoire du cinéma. Avec le cosmétique, j'ai lu depuis ce que tu m'as envoyé, Christian. D'accord, mais aujourd'hui, l'émigration vers l'Amérique, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent, y compris moi, parce que je me dis, si les lepénistes prennent le pouvoir, est-ce que je pourrais continuer à faire l'académie d'été à Épineuil? J'en suis pas absolument sûr. Et donc, où irais-je? Je me dis en Amérique. Sauf qu'autrefois, l'émigration en Amérique, c'était le rêve américain. Aujourd'hui, c'est un cauchemar moins cauchemardesque que le Front National. Et donc il n'y a plus de rêve américain. Donc c'est une émigration vers un cauchemar un peu moins insupportable. Et ça, je ne suis pas sûr que ça mène très loin. Et je crois qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'iceberg pendant le voyage. Voilà. Alors, je voudrais remercier vraiment beaucoup Ricardo. C'était absolument magnifique, ton intervention, extrêmement puissant, documenté. Ça mettait l'eau à la bouche, quoi. Évidemment, je voudrais voulu avoir du temps, mais là, il faut vraiment s'arrêter, donc je vais aller très vite, beaucoup trop vite, pour parler de la question du tragique, avec laquelle tu as commencé, et je crois qu'on est tout à fait d'accord. Je le crois. J'aurais bien aimé qu'on parle de la catharsis. Catharsis et symptômes, oui, bien entendu, c'est une vraie symptomatologie, au sens d'ailleurs de Paolo, que tu as faite, hein. Affection transindividuelle, oui, absolument d'accord. Je ne sais pas si tu connais un texte de Nicole Laureau sur la tragédie, où elle dit que le problème n'est pas tellement de purger les passions, elle dit les passions, elle ne dit pas les pulsions, mais de les réactiver. Elle dit le problème peut-être de la cité, à l'époque où le théâtre apparaît comme tragique, comme pratique tragique, c'est peut-être plutôt de susciter les passions, parce qu'on est dans une société qui devient impassible, qui devient indifférente, isolée.
Et que la guerre civile, finalement, qui traverse toute l'histoire, parce que l'histoire de la tragédie est liée à l'histoire de la guerre civile en Grèce, quasiment, pas totalement, mais quand même une grande partie. Sophocle, c'est celui qui assiste à la guerre civile d'Athènes, je parle d'Athènes évidemment, serait lié à une indifférenciation, c'est-à-dire à ce qu'avec Nietzsche peut-être on appellerait même une décadence de la civilisation athénienne. Voilà. C'est intéressant de prendre en compte ça parce qu'elle, du coup, elle a une interprétation très très différente. Ce que je souligne, c'est que, et là c'est un petit peu pour faire un lien avec ce que tu disais sur Deleuze et le cinéma, je crois que chez Aristote, il faut savoir lire la tragédie pour pouvoir y assister. Et il y a un rapport textuel à la tragédie qui n'est pas effaçable. Voilà. Le public de la tragédie va à l'école, lit les textes sont écrits, ce n'est plus une tradition orale, etc. etc. Moi-même, j'ai écrit un bouquin que je te donnerai, j'en ai un exemplaire. Enfin, c'est un petit livre pour le théâtre de Rennes, qui fait chaque année un colloque sur le théâtre, où j'ai un peu développé ce point de vue-là. Voilà. Et qui passe aussi par le rituel, c'est une déritualisation, pour moi, le théâtre, et une politisation du rituel par l'écriture du rite dionysiaque, etc. Alors, cela étant, évidemment, j'aurais voulu parler de la mystagogie, ce que tu as dit dans un français, ce que tu appelais les mysté, je ne sais plus comment. Ouais, enfin, moi, tu n'as pas traduit le mystérisme, tu as dit. Le mystérisme. Bon, ça renvoie à une mystagogie. Oui, les mystères d'Éleusis. Oui, mais c'est une mystagogie. C'est-à-dire que le mot mystagogue, on l'utilise généralement de manière très péjorative. Un mystagogue, c'est un baratineur aujourd'hui dans le vocabulaire contemporain. Mais chez les Grecs, c'est pas du tout un baratineur. Le mystagogue, c'est celui qui m'introduit au mystère. Donc c'est extrêmement important. C'est celui qui m'initie. Et dans la 9e lettre de Platon, je crois, il dit comment j'allais au mystère d'Éleusis avec Socrate, etc. C'est une pratique que Platon lui-même continuait à avoir. Hein. Et c'est extrêmement important dans la tragédie, dans la philosophie tragique, dans la Grèce tragique, je veux dire. Bon. À propos des vagues du christianisme, de l'ermitage, etc., voilà, je me demandais, est-ce que Foucault a parlé des vagues ? Non. Parce que moi, j'ai écrit un peu sur Foucault et les textes qu'il a écrits sur les pratiques des techniques de soi du christianisme primitif en particulier, pas seulement. J'ai essayé de le rapporter à des techniques de soi que les Grecs avaient, puisque en me rapportant à la théorie de Foucault qui vient en fait de comment s'appelle-t-il, un philosophe là qui a écrit sur la philosophie antique, bon, Hadot, voilà Pierre Hadot, et j'ai essayé simplement de montrer qu'il y avait toujours derrière cela, oui, mais Pierre Hadot c'est pas très intéressant, mais ce que Foucault en fait, parce qu'il a énormément influencé Foucault, c'est à cause de lui que Foucault, c'est Foucault qui le dit, hein, c'est à cause de lui que Foucault a attaqué ce sujet, et ça c'est à mon avis ce qu'il y a de plus intéressant chez Foucault. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ces techniques qu'il y a toujours derrière, précisément de l'organologie. Et ça, c'est ce que montre Foucault lui-même. Dans l'écriture de soi, il montre que c'est en fait un rapport à l'écriture. Et que là où il y avait un interdit de discuter l'écriture pour Platon dans le dialogue socratique, alors que lui-même l'écrivait, chez Sénèque, c'est revendiqué, c'est plus que revendiqué, c'est le sujet. Comment on peut lire, apprendre à lire, écrire, apprendre à écrire sans se détruire, et non seulement sans se détruire, mais en se développant. Si je le dis, c'est parce qu'Evagre, en tant que chrétien, il a un rapport au livre, et que tous les ermites sont dans un rapport au texte. Et moi-même, je suis passé en prison, comme tu le sais, et je pensais d'ailleurs à ce type qui est allé en tôle, il va falloir que je le lise, je me suis trouvé dans une situation d'ermitage obligatoire. Et involontaire. Pardon ? Involontaire. Oui, involontaire, mais ça aurait pu. Des fois, j'en ai très envie de le faire volontairement. Hein, donc, en ce moment. Donc, s'il n'y avait pas les enfants et Caroline, je serais sûrement dans un monastère aujourd'hui. Hein. Mais, en tout cas, pas pour célébrer Dieu, mais pour célébrer je ne sais pas quoi. Bon. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose là, une organologie de la solitude qu'il faudrait explorer avec celui que tu cites, Evagre. Voilà. Bon, il faut que j'arrête. Donc je m'arrête en disant je suis désolé d'aller si vite. Autorité de Dieu, autorité de la nature, j'aimerais vraiment qu'on revisite ça, avec Whitehead justement, parce que Whitehead fait cette connexion.
ce que tu as dit sur Grégoire le Grand et la transformation du christianisme, ça nécessiterait de faire une organologie du christianisme, peut-être très très différente de celle de Jean-Luc Nancy, à laquelle je ne crois absolument pas. Ce rapport au christianisme de Jean-Luc Nancy, pour moi, est complètement vide. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas un rapport au christianisme. C'est un rapport à Heidegger et au christianisme de Heidegger, ce qu'il appelle la déclosion. Par contre, je pense qu'il faut c'est très important de faire, je ne sais pas quoi, une déconstruction, une organologie, je ne sais pas quoi, du christianisme, parce que tout, comme le disait très bien Derrida dans Foi et Savoir, toutes les dimensions du capitalisme sont des dimensions du christianisme. Donc si nous voulons lutter contre le capitalisme, ou contre des versions diaboliques, on pourrait presque dire, du capitalisme, il faut le faire, y compris la critique du DSM, ça passe par là. Parce que comme tu l'as très bien dit, le DSM, c'est une liste des péchés transformée en prescription médicale, etc., etc. Voilà. Bon, dernier point, et je m'arrête vraiment, agencer les différences, expérimenter plutôt qu'interpréter. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. De même qu'il ne faut pas transformer le monde plutôt qu'interpréter, je pense que la seule manière de transformer le monde, c'est de l'interpréter. Et la seule manière d'expérimenter, c'est d'interpréter. Ce que je crois, c'est qu'il faut dépasser cette opposition entre interprétation et expérimentation. Une vraie expérimentation est toujours une interprétation. Et ça, c'est Nietzsche qui le dit. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas faire une lecture deleuzienne qui efface des parties qui n'intéressent pas Deleuze dans Nietzsche. C'est Nietzsche qui dit « il n'y a que de l'interprétation ». Et donc, la question, parce que ça c'est un enjeu fondamental, par rapport à ce que disait tout à l'heure Henry Story, dans sa réponse à la question que posait Gerald. Il disait philosophie analytique, aujourd'hui ça sert aux développeurs, etc. La philosophie analytique, je ne sais pas si Harry est là, Harry Halpin, je ne sais pas s'il est là. Mais la philosophie analytique, c'est le cadre de pensée aujourd'hui du web sémantique qui, au sein du W3C, constitue le projet de développement du web de demain. Et je pense que c'est une immense erreur. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut rejeter le web sémantique et la philosophie analytique. Ce que je crois, c'est que le web sémantique tout seul, ça crée le désert dont tu parlais tout à l'heure. Je vis 800 ans, mais je suis tout seul. Et donc, je pense qu'il faut faire une critique herméneutique du web sémantique, non pas pour rejeter le web sémantique, mais pour l'interpréter, et en développant un web herméneutique basé sur des technologies, des organologies philosophiquement produites par un rêve organologique, qui est celui de pharmacon.fr. C'est pour ça qu'à Pharmacon, avec Paul Émile, nous avons lancé l'herméneutique contributive basée sur les algorithmes numériques. Voilà. Je suis d'accord. Tant mieux. J'ai dit que Deleuze ouais. a dit que l'interprétation, c'est contre. On est d'accord. Bah, c'est super. Alors, je suis très content. Bon, désolé d'y être allé comme ça à toute vitesse et de même pas laisser le temps de répondre à nos amis, mais si on ne s'arrête pas tout de suite, on n'aura pas le temps de faire la performance, d'assister à la performance. Merci beaucoup à vous tous et à tout de suite.